ce chapitre, nous évoquerons l'arrière, en Eure-et-Loir, dans ses premiers mois de guerre. Nous évoquerons essentiellement les soldats blessés, et en particulier les structures hospitalières qu'il fallut organiser pour répondre aux besoins. Les familles, à l'arrière, inquiètes, avaient connaissance du déploiement de la guerre par les journaux, mais aussi par le courrier, qui, lui, était beaucoup plus personnel, malgré la censure militaire. La carte-lettre préaffranchie et gratuite permettait de maintenir les liens avec la famille, malgré les difficultés, et les colis venaient apporter le petit plus que l'on pouvait partager entre poilus. Parfois, les combattants parlent de leur victoire. Ici, il s'agit de la bataille de la Marne. Ce soldat émet quelques critiques sur l'armement, considérant que nos canons de 75 ne peuvent rien faire contre une artillerie allemande pouvant bombarder à 10 km. Nous sommes inférieurs en artillerie, dit-il. La société tout entière se sentait solidaire de ces soldats et la presse faisait cause commune pour appeler au soutien des poilus. Mesdames, nous vous demandons dès maintenant de prendre en main la laine et de vos doigts agiles de confectionner de bons tricots. Si le style d'époque est difficilement entendable aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme, même si MeToo est en train de faire changer les choses. Dans l'épisode précédent, nous évoquions les premières actions militaires des 101e et 102e régiments d'infanterie d'Eure-et-Loir. Nous avons vu que les combats se sont traduits par de nombreux morts, et vous vous souvenez sûrement du journal des marches et opérations du 27 août, le JMO du 101e qui disait qu'1 millier de soldats étaient hors combat. Précisons que le 101e ou le 102e n'étaient pas composés que d'Euréliens. Ils étaient aussi composés de nombreux Parisiens. Alors, que devenaient et où allaient tous ces blessés? Avant de répondre à cette question, nous allons évaluer la taille des problèmes sanitaires à régler. Le 2 août 1914, le service de santé de l'armée disposait de 240 000 lits. L'invasion du Nord-Est la prive de 27% de ces lits. Il ne reste donc que 175 000 lits disponibles. Les moyens seront mis en œuvre par l'intermédiaire du service de santé de l'armée et de la Croix-Rouge, ainsi que des associations la composant, pour porter la capacité nationale de lits à 360 000 au 1er novembre 14 et à 414 000 au début de l'année 15. On multipliera donc par 2,5 les capacités d'accueil, et ceci en 6 mois. 360 000 lits à mettre en regard des plus de 1 million de blessés sur les 4 premiers mois de guerre. Et il y aura 3 millions de blessés pendant toute la durée de cette guerre. C'est colossal et aucune organisation ne pouvait répondre à cet afflux en si peu de temps. Donc, sur le terrain, dans les hôpitaux de campagne, les blessures sont empaquetées sommairement avant évacuation vers l'arrière. Pour illustrer nos propos concernant les blessés, les hôpitaux, je vous propose la première partie de film d'époque mis à disposition par l'ECPAD, l'agence d'images de la Défense. Ce premier opus concerne les secours au front. Le second traitera de l'évacuation des blessés ainsi que les soins dans les hôpitaux de l'arrière. Le troisième sera l'objet de la convalescence des soldats
des mutilés de guerre et du retour à la vie civile.
De nombreux hôpitaux militaires de tout type sont improvisés dans le département. Il s'agit de demeures, de châteaux, de collèges, de lycées. Par exemple, 38 lits seront ouverts à la chapelle du Noyer. Au château d'Annette, ce seront 25 lits. À Nogent-le-Rotrou, 189. À Chartres, le lycée Marceau pourra recevoir 450 blessés. Le collège communal de Châteaudun disposera de 67 lits et l'école libre de filles de la Loupe de 34 lits. Compte tenu de l'importance du nombre des blessés, la doctrine du soin à l'arrière pousse à créer des lits d'hôpitaux loin des combats. Ce sont les hôpitaux temporaires.
On distinguera les hôpitaux complémentaires et les hôpitaux auxiliaires. Il y a même des hôpitaux bénévoles. C'est plus de 3300 lits qui seront ainsi créés dans le département. Près de 50% pour Chartres. Alors quelles sont les différences entre ces hôpitaux? Tout d'abord, l'hôpital complémentaire. L'hôpital complémentaire est un hôpital militaire qui complète en temps de guerre un hôpital civil ou mixte existant. Ces hôpitaux complémentaires sous administration militaire prennent en charge des blessés et malades ne nécessitant pas de gestes techniques. Cela permet de désengorger les lits des hôpitaux principaux. Il y eut 2300 lits ouverts dans ces hôpitaux complémentaires. Le lycée Marceau, avec ses 450 places, étant l'exemple type d'hôpital complémentaire. Maintenant, que sont les hôpitaux auxiliaires? Ce sont essentiellement des hôpitaux gérés par la Croix-Rouge. Dans le département, ce seront 700 places qui seront ouvertes dans ces hôpitaux auxiliaires gérés par la Croix-Rouge. À l'époque, elle est divisée en 3 organes. La Société de secours aux blessés militaires, SSBM, l'Union des femmes françaises, UFF, et l'Association des dames françaises, ADF. Il y aura aussi des hôpitaux bénévoles. Des structures caritatives, religieuses ou laïques, recevront les soldats blessés sur le front. Ce seront 330 lits répartis dans tout le département, la Bosachgoué pouvant accueillir 30 malades ou convalescents. On peut aussi rappeler, au titre de l'évolution scientifique rapide due à cette guerre, que Marie Curie participa à l'effort national en développant ce qu'on appellera les petites curies. Elle conduira elle-même une petite curie, un véhicule équipé de systèmes radiologiques permettant de localiser très précisément les balles et autres morceaux d'obus dans le corps des soldats. Elle contribua à sauver des milliers de vies et la société civile du temps ne l'a pas reconnue. C'était une femme, tout était dit. Pour terminer ce chapitre sur les morts et les blessés de ces premiers mois de guerre dans l'Eure-et-Loir, on peut dire qu'il y eut près de 43 000 hommes mobilisés, dont les 2 tiers dans l'active, les jeunes, et 1 tiers dans la territoriale, les moins jeunes. 2% des effectifs engagés, soit 1 millier d'hommes, meurent au combat ou des suites de leurs blessures. C'est 9 morts par jour, et la très grande partie, plus de 96%, seront issus des rangs de l'infanterie. Les autres, 4%, viendront de l'artillerie ou de la cavalerie. Pour terminer ce chapitre concernant les blessés et les structures hospitalières déployées pour prodiguer les soins nécessaires, il m'a semblé que présenter ce 3e film de l'ECPAD, consacré à la convalescence et au retour à la vie civile, constituait une fin appropriée.